Rebonjour. Après ce sprint panorama des données de santé, maintenant on va rentrer sur le système de santé incluant la santé publique. Une session donc sur la transformation numérique du système de santé. Il me fait grand plaisir d'accueillir nos 3 prochains intervenants qui vont présenter en panel. Donc nous avons Valérie Lapointe qui est directrice de la qualité, évaluation, performance et éthique au CIS de Chaudière-Appalaches. Alexandre Leclerc qui est conseiller cadre en performance, direction qualité, évaluation et éthique au CHU Sainte-Justine, et Philippe Lachapelle, qui est directeur de la performance clinique et organisationnelle du CHU de Québec. Donc, vous voyez déjà les acronymes, comment je me suis enfourché la langue. Alors, merci beaucoup à tous les trois. La présentation s'intitule « Valorisation des données de santé, diagnostic sur la maturité en valorisation des données des établissements du réseau de la santé et des services sociaux au Québec ». Alors, à vous le plancher. Merci beaucoup. On va faire une présentation en 2 temps. Donc, le premier temps, on va vous présenter les principaux résultats de notre diagnostic, d'où ça vient, tout ça. Puis, dans un deuxième temps, on va faire un échange pour vous illustrer encore plus concrètement notre réalité dans nos 3 établissements. Alors, le réseau de la santé, comme vous le savez, compte plus d'une trentaine d'établissements fusionnés et non fusionnés, donc des CIS, des CIUS, des CHU, etc. Donc, on est une bonne diversité. Plusieurs établissements comme le mien, moi c'est un CIS, a vécu quand même un grand bouleversement dès la réforme, parce qu'il y a eu une fusion d'ensemble de missions et d'établissements. Donc, on a, pour plusieurs, pris un recul au plan de la performance et de la valorisation des données. Donc, imaginez encore plus de silos d'information. Et la précédente crise sanitaire est venue encore nous confronter là, dans notre capacité ou notre incapacité à faire de la valorisation des données ou à utiliser la donnée là, pour prendre des bonnes décisions, puis ça à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit du terrain là, jusqu'au niveau stratégique. Donc, c'est en toute humilité aujourd'hui qu'on vient vous présenter un portrait de cette maturité-là de nos établissements de santé. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va vous le faire en 2 temps. Puis, on s'est dit, il vaut mieux savoir d'où on part là, pour savoir où avancer. Alors, une première définition qu'on souhaitait vous dire, c'est une initiative. On l'a pris Larousse. Donc, une action de proposer, d'organiser le premier quelque chose. Pour nous, le premier quelque chose, c'est une communauté de pratique. Une communauté de pratique qui a été mise en place par le réseau de la santé et pour le réseau de la santé. Ce premier quelque chose-là, ça a été la volonté de mes collègues, de d'autres collègues là, comme moi, des directions qualité, évaluation, performance et éthique. Petite parenthèse, une DQAPE, une DQP, tout le monde, il y a plein d'appellations, ou DQAPE avec d'autres lettres. Pour certains établissements, c'est des directions qui ont plusieurs domaines d'affaires différents. On peut aller du volet de la sécurité aux usagers, agrément des services, pour, comme dans mon cas, assurer aussi la sécurité en milieu de vie. Donc, c'est une panoplie de domaines d'affaires, dont la valorisation des données, qui est un domaine parmi toutes les autres. C'est important de vous le préciser aussi. Donc, les DQAPE ont décidé de mettre en place cette communauté de pratique-là pour fédérer nos efforts puis faire avancer le réseau. Un petit bref historique de cette communauté-là, je vais passer quand même rapidement, mais autour là, du mois de décembre 2020, là, ça a été le lancement officiel de notre communauté de pratique, mais bien avant ça, à l'automne 2020, donc pendant la pandémie quand même, là, on était au précurseur de la pandémie. Donc, on a décidé, lors d'une rencontre plus ministérielle, on a constaté comme directeur qualité particulièrement qu'on était pris dans les mêmes problèmes et on a lancé un sondage, un appel d'intérêt pour voir est-ce que vous avez un intérêt à mettre en place une forme de communauté, quelque chose du genre. Et déjà, il y avait 23 établissements qui ont répondu à l'appel avec plus d'une 60aine de répondants de diverses professions. Donc, on s'est dit, oups, on a quelque chose, je pense qu'il faudrait le structurer un petit peu plus. Et c'est à partir de là qu'on a mis un comité fondateur d'établissements différents, des CIS, des CIUS, des CHU, et on a également fait une charte de collaboration, les bonnes pratiques de la communauté de pratique, et on a commencé en février 2021 à faire du réseautage, à partager des réalités, puis là, on avait des beaux sujets, hein, la COVID était au centre de nos préoccupations, donc on a fait un premier réseautage en lien avec la vaccination, et là, très rapidement, on s'est dit, ouais, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de besoins, mais il faut se structurer davantage. Certaines présentations de collègues étaient très stimulantes pour certains et complètement décourageantes pour d'autres parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes équipes, pas du tout la même infrastructure, pas du tout la même écoute même auprès de notre gouverne. Donc, on s'est dit peut-être que ce serait bien de ramasser tout ça
Et aussi, on avait quand même une préoccupation parce que notre ministère de la Santé avait des grands projets aussi, donc toute sa stratégie de valorisation des données, son plan de modernisation, transformation numérique. Et là, on se disait, on est tous d'accord avec ça, sauf que est-ce que notre ministère, notre ministre, notre ministère sait bien où est rendu réellement ces établissements? Est-ce qu'il surestime la capacité de ces établissements à suivre cette cadence-là? Et de là est venue l'initiative de faire un premier portrait diagnostique de notre maturité en intelligence d'affaires et en valorisation des données. On a fait ça de novembre, donc ça fait un an, c'est ça qu'on dit. Il y a un an, on a parti le sondage, analysé les résultats. Par-dessus la COVID, pas de moyens financiers, on y croit tellement. Et on a fait un premier colloque au réseau de la santé l'année dernière sur ces travaux-là. Et puis déjà, depuis ce temps, je vous dirais que les travaux se sont grandement intensifiés. Notre collaboration aussi avec les instances du gouvernement sont très bonnes, donc on est beaucoup en alliance avec eux, avec autant les instances plus de planification de performance qu'au niveau des arrimages qu'on fait au plan plus technologique. Donc, il y a une belle effervescence, une belle écoute là, du réseau pour qu'on puisse collaborer ensemble. Alexandre, je te laisserai le... Donc, comme Valérie l'a mentionné, on a mis en place le comité de pratique en valorisation de données qui touchait davantage les DKEP, mais on a aussi d'autres directions qui s'intègrent dans nos travaux. Donc, la comité de pratique s'adressait, comme je disais, à l'ensemble des parties prenantes de la valorisation de données. Et on avait 3 objectifs. Donc, comme tout bon comité de pratique, donc on avait le réseautage. Donc, Valérie l'a mentionné tantôt, il y a des équipes qui étaient plus petites, il y a des équipes qui ont différentes expertises. Donc, le but de se faire connaître auprès de nos collègues. Le partage aussi, donc faciliter le partage d'outils divers dans les établissements. On a à peu près les mêmes données, l'urgence, bloc opératoire pour les centres hospitaliers, mais on a aussi des CHSLD, des centres jeunesse ou autres. Donc, pourquoi pas travailler ensemble puis collaborer davantage à la place de travailler en silo. Puis, le volet partenariat aussi qui était très important, tant au niveau interne, au niveau du réseau, mais aussi avec le ministère, donc d'agir comme un agent de liaison pour apporter nos préoccupations, nos défis, donc de se comprendre, d'avoir un lexique commun, puis aussi au niveau de nos parties prenantes externes. Donc, on a mis en place une auto-évaluation parce qu'on se disait où qu'on part. Donc, comme Valérie le mentionnait, il y avait plusieurs établissements qui regardaient les présentations pendant les comités de pratique et se disaient on est à des années-lumière de où ils sont rendus. Donc, une petite méthodologie au niveau du questionnaire. Donc, on est parti avec le périmètre du projet puis les objectifs. On a des CHU, des CHUS. Donc, est-ce qu'on voulait, dans notre auto-évaluation, évaluer aussi l'ensemble des missions? Donc, par exemple, un centre hospitalier, les CHSLD, comme je disais, les centres jeunesse et autres. Est-ce qu'on voulait aussi avoir, par exemple, au niveau de l'auto-évaluation, nos directions de la recherche, parce qu'ils valorisent quand même beaucoup la donnée, ou d'autres directions, par exemple, des services cliniques ou finances ou RH? Donc, on a créé le questionnaire en se basant sur le plan qu'on avait mis en place. On s'est basé sur 2 cadres de référence, donc l'ICIS, donc l'Institut canadien d'information de santé, et celui de Kunun, qui est davantage au niveau de l'intelligence d'affaires. On l'a aussi modifié selon notre expérience terrain, qu'est-ce qu'on vivait au quotidien pendant la pandémie. On a fait une première version qui a été validée par le comité fondateur, donc un pré-test. On s'est ajusté. On a regardé aussi avec le ministère si eux, ça répondait aussi à leurs besoins. Donc, comme Valérie tantôt disait, bien, en novembre 2021, donc pendant la 5e vague, on a envoyé ça aux établissements. Il y a quand même 91 % des établissements qui ont pris le temps de prendre une pause pendant cette effervescence pour répondre aux questions. On a reçu les réponses, on a fait vraiment des analyses descriptives. On ne voulait pas aller dans les corrélations ou autres, ou dans des analyses plus poussées. On voulait vraiment avoir des constats rapides pour déjà travailler certains éléments. L'objectif, c'était de travailler les éléments communs qu'on va voir tantôt. Il y avait des établissements qui étaient peut-être un peu plus faibles dans certains éléments par rapport au réseau. Donc, eux, de leur côté, dans l'organisation, ils pouvaient aussi regarder comment améliorer cet élément-là. Donc, il y a eu des questions, des réflexions, des hypothèses. C'est sûr qu'il y a certaines limites. C'est une auto-évaluation. Donc, il y a un biais de perception. Donc, dépendamment à quoi qu'on se compare. Donc, si on se comparait, par exemple, avec le domaine bancaire ou le domaine d'assurance, c'est sûr qu'on se cotait moins fort. Mais si on se comparait avec nos collègues, peut-être qu'on se cotait un peu plus fort. Il y avait aussi un biais au niveau de certains établissements qui faisaient l'auto-évaluation seulement avec leurs collègues de la DKEP. Il y en a d'autres qui parlaient, par exemple, de la recherche, l'innovation et autres. Donc, c'est sûr que ça joue sur les résultats. Par contre, il faut mentionner que nous, au niveau du comité fondateur, on avait les données nominalisées, donc par établissement, puis lorsqu'on regardait un peu les résultats, ça avait une certaine allure. Donc, on a diffusé, on a priorisé aussi certains éléments à travailler en comité de pratique, mais aussi avec le ministère, et on a fait aussi des activités de diffusion au niveau du colloque et encore aujourd'hui.
Quand on regarde le profil de nos répondants, ça va peut-être être petit à l'écran. Donc, ce qu'on constate, je vais toutes les faire défiler comme ça. Donc, ce qu'on constate majoritairement, évidemment, c'est nos directions qualité qui étaient en mesure de répondre le mieux à ce questionnaire-là. Mais dans 46% des cas, le répondant a fait appel aussi à la direction des ressources informationnelles, une direction des proches collaborateurs là, pour le secteur de la DQEPE, pour la valorisation des données. Également, quand on a posé la question est-ce que vous avez une équipe dédiée à l'exploitation des données et à l'intelligence d'affaires? Surprenamment, 80% des répondants nous ont dit oui, nous avons un secteur dédié là, à ce secteur d'activité-là particulier. Maintenant, lorsqu'on regarde la caractéristique des équipes, on était curieux, on voulait savoir qui fait partie de vos équipes. Là aussi, c'est très révélateur. Déjà, avec le profil des répondants, ça nous donnait une trace sur la maturité là, à venir de nos établissements. Donc, sur les 24 établissements disant avoir une équipe dédiée, la grande majorité disait, donc 22 sur les 24, avoir des analystes d'affaires. Donc, on le voit déjà, un titre d'emploi plutôt généraliste qui peut quand même faire plusieurs choses. Mais après ça, regardez, on a archiviste, analyste informatique dans les mêmes proportions, des techniciens en administration ensuite, pilote de système, là, plus qu'on avance, moins qu'il y a de monde. Conseiller en méthodologie et en évaluation, scientifique de données et statisticien ou biostatisticien. Donc, ce que ça nous laissait déduire, c'est que peu d'équipes dédiées comptaient à des gens pour faire plus d'analyse, mais on était plus staffés, en bon français, pour faire de l'extraction, organiser de la donnée. Donc, aller chercher de la donnée probablement dans nos systèmes sources. Lorsqu'on a posé la question « Qui tue? Combien de gens fait partie de votre équipe? » Là, on avait une grande variabilité entre 1 et 30 individus. Fait que, comprenez, on est des établissements il n'y en a pas en bas de 10 000 ou très peu, donc c'est des milliers d'employés dans nos établissements. Faites la proportion, là, ça fait 0,1 %. Si on prend la moyenne de 10 personnes qu'on a au niveau de nos répondants, donc les gens dédiés dans nos établissements de santé représentent à peu près 0,1 % de l'ensemble du personnel. Les principaux défis soulevés, alors on a posé une question plus large avant de rentrer dans les différents éléments là, de la maturité et de façon, là, c'est le plus fort consensus là, du diagnostic. Dans 73% des cas, on nous a émis le principal défi fait référence à la main-d'œuvre et à l'expertise. Donc, pour ceux qui connaissaient le réseau de la santé, ce n'est pas non plus le réseau avec le plus de souplesse et d'agilité au niveau de ces processus de ressources humaines parce qu'on est normalisé, convention et tout ça. Donc, c'est très, très difficile d'être attractif, créatif. On parlait d'imagination ce matin. Il faut être très, très imaginatif. Donc, on est contraint avec des titres d'emploi, des classes salariales. Donc, on ne peut pas jouer avec ça. Fait que vous comprenez que dans un milieu autant recherché concurrentiel, on ne fait pas de taille là, avec des grosses compagnies d'assurance, etc. Donc, c'est un contexte là, qui est très difficile pour nos réseaux. Aller la chercher puis la garder. Également, au niveau de toutes nos infrastructures technologiques, là, on s'améliore, mais on va se le dire, on n'est pas tout en 2022 encore. Donc, des fois, on a beau aller chercher une ressource intéressante, quand ils arrivent, puis ils regardent notre infrastructure, des fois, il y a un petit choc, il y a un petit choc de culture, on peut dire ça comme ça, mais c'était des défis, donc, que nos répondants ont soulevés. Alexandre va vous présenter plus en détail il va quand même rentrer plus en détail au niveau des grands résultats de notre diagnostic. Je te laisse. Donc, Valérie a mentionné les résultats un peu plus qualitatifs. Moi, je vais rentrer au niveau quantitatif. Donc, vous voyez présentement le cadre de référence au niveau de Kunun. Grosso modo, il y a 4 niveaux, donc de fragmenter à l'automatisation des processus qui va vers l'intelligence d'affaires idéale ou un peu plus au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, il y a plusieurs dimensions, donc l'architecture d'intelligence d'affaires, les sources de données, l'utilisation de solutions d'analyse, les niveaux d'analyse, la gouvernance de données, les outils, les compétences et la culture de la mesure. Donc, je vais vous présenter sommairement le modèle en appuyant certains éléments parce que vous allez voir les résultats par la suite. Donc, au niveau fragmenté, on voit que c'est vraiment limité
par secteur, donc c'est vraiment des silos. Donc, lorsqu'on analyse les données, c'est vraiment par secteur. Donc, par exemple, à l'urgence, on a juste les données de l'urgence. On n'a pas les données, par exemple, de ressources humaines ou de ressources financières. Donc, on ne croise pas les données. Donc, c'est des rapports par secteur. C'est un niveau d'analyse descriptif. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, mais on n'est pas capable de comprendre pourquoi ça s'est passé ou on n'est pas dans le prédictif. Il y a une absence ou c'est limité une gouvernance au niveau stratégique et même opérationnel. Les outils sont décidés en fonction des secteurs, donc il n'y a pas vraiment de gouvernance comme je disais. Les compétences, Excel, un peu d'SQL quand même pour exploiter la donnée, puis un peu de visualisation de données. Et la culture de la mesure est vraiment sous-appréciée. Si on passe à l'autre bout du modèle, donc au niveau 4, c'est vraiment au niveau de l'analyse prescriptive, prédictive. Donc, vous allez voir, on n'est pas vraiment rendu là dans le réseau de la santé pour la majorité des établissements. Des outils d'aide à la décision, une confiance dans les outils de décision. Donc, on ne remet pas vraiment en question la qualité de données et autres. Tout fonctionne bien, une gouvernance de données impeccable. Je vais passer un peu de temps aussi sur le niveau 2 parce que c'est la moyenne au niveau des résultats. Donc, c'est une infrastructure centralisée, un lac de données, un entrepôt de données que les établissements ont. On fait de la transformation de données, on nettoie les données. On a aussi du descriptif, mais on passe aussi à pourquoi ça s'est passé. Donc, c'est un peu là, le niveau 2. Donc, voici les résultats dénominalisés. Pour le réseau, là, les établissements ont accès aux résultats aussi des autres établissements. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment dénominalisé. Donc, on voit qu'il y a 2 établissements vers la droite. Donc, plus que tu es vers la droite, meilleure est la maturité. Donc, on voit qu'il y a 2 établissements qui sont vraiment en avance sur les autres. Et la moyenne est autour de 15, 16, 17. Donc, on est au niveau 2 ou on commence à être au niveau 2. Aujourd'hui, on a 2 de mes collègues qui sont au CHU de Québec, au CIS Chaudière-Appalaches et moi au CHU Sainte-Chine. Puis aujourd'hui, quand on va vous parler de notre quotidien, bien, comprendrez qu'on est dans la moyenne là, des établissements. Donc, on se situe entre 15 et 16. Donc, on est le cercle bleu là, qui est tout au milieu de l'élément. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on a? On a, pour certains établissements, la majorité, une infrastructure centralisée, soit un lac de données, un entrepôt de données. On a une certaine gouvernance de données, mais qui n'est pas peut-être partout dans l'établissement. Mais encore là, il faut prendre en compte aussi qu'il y en a des établissements qui sont encore très loin de ce niveau. Donc, on va rentrer davantage dans les dimensions. Donc, vous voyez là, donc on a les 30 établissements et on a chaque dimension à la verticale. Je vais focaliser sur 3 éléments. Donc, la gouvernance de données, c'est notre point faible dans le réseau. Donc, même ceux qui cotaient très fort, donc eux qui sont à 28 et 27, qui sont proches du niveau 4, par exemple, cotaient plus faible dans la gouvernance de données. Donc, c'est un élément qu'on voulait prioriser à la communauté de pratique. Il y a le volet de l'architecture de données. Donc, on voit qu'il y a environ 40 % qui n'ont aucune infrastructure encore. Il y en a un autre 40 % qui sont au niveau 2. Et il y en a, comme je disais, là, qu'il y en a 2-3 là, qui sont davantage avancés. Et le dernier élément, c'est au niveau des outils disponibles. Donc, c'est notre 3e élément à travailler. Oui, peut-être qu'on a l'expertise, mais les outils disponibles, parfois, datent de quelques années. Donc, on voulait travailler ça aussi au niveau de la communauté de pratique. Donc, je vais laisser Valérie conclure cette première section. Alors, on a repris cette image-là parce qu'on trouvait que ça représentait bien quand même le diagnostic, là, les principaux traits de notre diagnostic présentés par Alexandre. Dans le fond, ce qu'on peut se penser comme effort en route pour la création de la valeur, c'est beaucoup d'énergie qu'on doit mettre actuellement pour des éléments plus structuraux, fondamentaux. Donc, oui, tout ce qui est nos entrepôts de données, ramasser la donnée, commencer à travailler la visualisation. C'est comme un marathon, hein? Puis là, c'est le gros bout du marathon. Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis à la fin, bien, plus qu'on avance, là, on voit là, que vers la fin de notre marathon, oui, on va pouvoir arriver à faire plus d'analytique. Puis bon, on parlait d'intelligence artificielle tantôt. Donc, en tout cas, nous, c'est une marotte dans l'établissement. Là, avant de faire de l'intelligence, là, il faudrait avoir la donnée. Donc, c'est quelque chose qu'on répond fréquemment. Mais vous voyez comment là, on se situe là, au niveau de notre établissement.
Maintenant, on va exposer nos réalités plus propres là, pour rendre notre diagnostic un petit peu plus parlant. Donc, on va se présenter comme établissement. Puis, après ça, vous allez assister à une discussion entre amis, collègues, qui, des fois, sous l'humour ou peut-être des fois avec un petit sarcasme, on va se poser certaines questions de ce qu'on vit comme réalité. On le fait en toute humilité, on le fait dans un esprit de collaboration, bien évidemment, mais vous allez voir, on est vraiment lucide. On est vraiment lucide, mais on est fiers aussi du travail accompli là, depuis les dernières années. Donc, Philippe, tu as ton micro prêt, alors présente ton établissement. Oui, Philippe Lachapelle, je suis de Québec. Donc, nous, vous le voyez, on est un établissement qu'on a une mission au CHU. Elle est foncièrement hospitalière, donc soins critiques, là, tertiaires, quaternaires. On a 17 000 employés, là, plus ou moins, incluant environ 1 500 médecins. Donc, c'est un peu l'environnement auquel on a. Puis, on parlait beaucoup aujourd'hui de données, mais pour créer cette donnée-là, on a environ 400 systèmes sources répertoriés avec plus de 1500 bases de données à exploiter. Fait que c'est un peu l'environnement dans lequel on navigue de notre côté. Du côté du CHU Sainte-Lucie, on a environ 5 500 employés. Ça, c'est en excluant le centre de recherche. Donc, on est environ à 6 300. Là. Souvent, ça varie avec le centre de recherche. On a 2 missions. Donc, on a le centre hospitalier, puis on a le centre de réadaptation Marie-Enfant. Et on a environ 400 systèmes comme le CHU de Québec environ. Là. Donc, ça varie de temps en temps, mais c'est environ ça que ça prend pour faire nos opérations. Alors, nous, c'est un 6, pas encore un CIUS, ça s'en vient. Donc, un 6 Chaudière-Appalaches, on est 15 000 employés, près de 900 médecins qui s'ajoutent à ça. On a toutes les missions, contrairement à mes collègues. Donc, nous, on a, oui, la mission hospitalière, on a la mission aussi des CLSC, CHSLD, des centres de réadaptation, jeunesse, déficience physique, etc. Et on a également, on a tout ça, on les a toutes. Toute la santé publique. On est vraiment complet là, en termes de représentativité. On a à peu près 800 systèmes d'information différents. Alors, c'est moi qui poursuis ça. Tantôt, je vous parlais dans le diagnostic, le plus fort consensus était au niveau des ressources humaines. Donc, comme je vous disais, on est quand même vous avez vu la grosseur de nos établissements, puis on se disait, si on veut imager, là, pour être drôle, à quoi représente une équipe et où l'équipe d'exploitation ou de la valorisation des données, elle est au milieu. Donc, on fait à peu près l'équivalent d'une paire de souliers dans la masse. Donc, vous comprenez qu'on parlait d'un marathon, ça prend un petit peu plus qu'une paire de souliers pour avancer, mais c'est vraiment la réalité au niveau RH. Là, on est quand même peu nombreux pour la somme des besoins. Alors, vous, messieurs, qui êtes dans des CHU, quand même, vous devez avoir... comment ça va, votre recrutement? Est-ce que c'est plus facile? Bien, au CHU, ça va bien, mais il y a des défis, vous les avez mentionnés. Nous, on a un plus petit bassin que la région de Montréal et la plupart des talents, des HQP là, ou des personnels hautement qualifiés en valorisation se dirigent beaucoup vers l'industrie des assurances sur le boulevard Laurier. Donc, c'est vraiment, il y a une attraction vers ce secteur-là. Nous, on est 10, donc 0,11% des employés qui valorisent la donnée au CHU. Il faudrait être, d'après le dernier diagnostic qu'on a eu également, il faudrait être une vingtaine pour répondre aux besoins minimaux des clients internes et externes. On a quand même une bonne collaboration avec notre centre de recherche pour trouver des stratégies pour avoir justement du personnel hautement qualifié. Mais il y a un phénomène qui n'est peut-être pas connu en région de Québec, mais on a un phénomène de cannibalisation interrégionale. Donc, je forme quelqu'un, il s'en va chez Valérie. Valérie forme quelqu'un, il s'en vient chez moi. Donc, on pense peut-être à des stratégies de mutualisation régionale. Je ne pense pas que le ministère va se rendre là, mais nous, on peut s'organiser pour avoir des bassins d'HQP là, en sciences de la donnée pour nous aider. Fait que c'est un peu le portrait qu'on a. Je me demandais, toi, Alexandre, exact, une mission CHU, mais à Montréal. Est-ce que vous avez plus de facilité? Ça ne change rien. Donc, à vrai dire, au CHU, oui, on a l'enjeu d'attraction, mais je pense qu'un des enjeux, c'est la rétention. Puis Valérie, tu l'as mentionné tantôt. Quand ils arrivent au CHU, donc souvent, c'est par vocation. Donc, ils viennent au CHU parce qu'ils veulent redonner soit à leur hôpital quand ils étaient jeunes ou juste pour les enfants. Puis lorsqu'ils arrivent, ils font face à un test de la réalité avec nos plateformes, nos outils qui datent de quelques années. La bonne chose, c'est que depuis quelques mois et dans les dernières années, ça nous permet d'aller chercher peut-être des investissements pour avoir des outils ou des plateformes qui datent de 2020 au moins et utiliser davantage peut-être les outils de logiciels libres, par exemple, que la recherche utilise. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que nos professionnels doivent comprendre l'ensemble du cycle de la donnée puis avoir des connaissances. Par exemple, dans le domaine des assurances, on va avoir quelqu'un qui va faire juste la transformation de données, il va y avoir un qui va être juste un analyste d'affaires pour aller chercher les besoins. Mais nous, vu qu'on a des petites équipes, la personne doit connaître l'ensemble du cycle puis
avoir des connaissances, des compétences. Donc, il y en a beaucoup au Québec qui sont capables de tout faire, ce cycle de la donnée-là, puis sûrement qui ne vont pas venir au Shenzhen ou à un hôpital. Donc, ça, c'est nos 2 défis. Je ne sais pas si Valérie, toi, tu as un 6, donc tu es plus grand aussi en termes de territoire. Est-ce que tu as le même enjeu que nous ou tu es distincte? Moi, j'ai le même enjeu que vous, c'est assurément. Ce que j'ajouterais dans la complexité de ce que vous avez nommé, c'est la multitude de missions. Donc, oui, on a besoin de gens avec des expertises variées au niveau du cycle de la donnée, de l'exploitation, mais en plus, ils vont faire affaire avec beaucoup de domaines d'affaires différents. Donc, on va penser, jeunesse, c'est un secteur en soi, CHSLD, un autre secteur en soi. Donc, quand on veut accompagner sur le terrain nos utilisateurs de la donnée, il faut un minimum aussi d'expertise, ou en tout cas d'appropriation du contenu. Alors, imaginez l'espèce de bébite rare qu'il faut trouver pour tout ça. Donc, ça nous prend des généralistes spécialistes. Donc, c'est à peu près ça, là, le portrait qu'on a. Donc, ça, c'est notre côté main-d'œuvre. Puis, c'est assurément, oui, on a plusieurs missions et autres, et ça crée beaucoup de données à chaque seconde dans le réseau de la santé. Donc, on doit avoir une gouvernance. C'est un élément qu'on avait soulevé. Ici, c'est une image, c'est un homme qui n'est pas sur un bateau, mais bien sur un parapluie en l'envers, puis il voit l'ouragan arriver avec des éclairs et autres, puis il se demande où il s'en va. C'est un peu qu'est-ce qu'on vit des fois. Donc, à vrai dire, le but, c'est d'avoir un gros bateau avec plusieurs amis. J'en ai déjà 2 à côté de moi, donc on en a plus maintenant. Donc, d'aller dans la même direction puis de mutualiser les forces. Je ne sais pas, Philippe, j'ai entendu dire qu'au CHU de Québec, le volet de la gouvernance a déjà été commencé à travailler, puis on intègre aussi le volet de la recherche. Peux-tu nous en parler davantage? Certainement, c'est un grand chantier de gestion du changement, la gouvernance de la donnée. On peut facilement la trouver, la donnée, mais ensuite, quand il faut changer le comportement humain sur la gouvernance, c'est un énorme chantier de gestion du changement. De notre côté, on considère dans le fond la donnée comme un actif stratégique. On a beaucoup les directions de ressources humaines, ressources financières, mais maintenant, on a une direction qui est en charge de valoriser l'actif qui est la donnée, qui est majoritairement ma direction avec la DRI, puis également le centre de recherche. C'est une première action, mais que la haute direction a fait. On a aussi mis en place un comité plus structurant, mais un comité stratégique sur la gouvernance de la donnée, qui est présidé par le PDG, pour tout ce qui touche à la donnée, avoir une vision sur comment on veut structurer ces accès-là, mais également, des fois, les partenariats pour la valoriser. On a également nommé 2, en anglais, je dirais un Chief Data Officer, mais 2 co-gestionnaires à la valorisation de la donnée, pour justement avoir un œil sur comment on veut développer la stratégie de valorisation. Et on a lancé un peu comme à Montréal, je pense que c'est M. Terra qui mentionnait Citadel, là, on a Scienta qui est un centre de valorisation de la donnée. Puis maintenant, c'est rendu un guichet d'accès à la donnée pour la recherche. Fait qu'on est vraiment dans des actions structurantes. Puis nos défis 2022-2023, c'est vraiment de cimenter cette gouvernance-là dans nos politiques et nos procédures. Puis ensuite, vraiment, pour nos 17 000 personnes, c'est la formation continue à l'interne que j'aimerais bâtir avec certains de mes collègues que je vois ici sur la littératie numérique, la culture de la donnée, pour que les gens comprennent notre environnement et la gouvernance de la donnée. Fait que c'est un peu, encore beaucoup de défis, c'est un grand chantier de gestion de changement, mais c'est un peu comme ça qu'on s'enligne. Je me demandais, de votre côté, ça ressemble est-ce que l'organisation stratégique ressemble à ça? Bien, oui, en fait, tu as nommé un point qui est important. Nous, ça fait à peu près 3 ans, un petit peu plus même, qu'on a commencé à travailler, mais plus intensément au niveau de la gouvernance. Mais notre première action, là, qui a été la plus porteuse, c'est une personne dans l'organisation qui s'appelle le PDG. Ça a été vraiment beaucoup d'efforts, pas parce qu'il ne comprenait pas, au contraire, mais c'est cette personne-là d'abord qu'il faut qu'il comprenne vers où tu veux aller. C'est cette personne-là qui va te backer quand il va y avoir un tsunami de demandes. Il faut qu'il comprenne exactement le chemin par lequel il faut qu'on passe pour, oui, construire l'infrastructure, oui, développer du comportement autour de la donnée. Donc, ça a été notre premier bon coup qu'on a fait, donc d'embarquer notre direction générale dans tout ce projet-là. Puis, on a mis en place rapidement un comité de priorisation des demandes qui était sous l'égide de la direction générale. Donc, on a arrêté la loi de qui va crier le plus fort puis qui va en avoir. Ça a cassé là parce que ça a mis plus explicitement que, oui, la donnée, tout le monde en a besoin, mais on va faire correspondre la donnée à des priorités aussi organisationnelles. Donc, nous, ça nous a beaucoup servi, ce comité-là. Là, je voudrais qu'on ait, ça va bien, on est plus rendu à re-questionner la gouvernance même de l'équipe, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais il faut recentrer aussi nos efforts. Et également, bien là, avec tous les changements législatifs qui s'en viennent,
On est un peu en attente. Là. On va voir, parce que ça va venir complètement. C'est sûr que ça va avoir un impact sur la capacité de cette équipe-là et dans l'organisation également. Ça va influencer la gouvernance. Je dirais qu'on est vraiment là, mais à travers tout ça, en tout cas, moi particulièrement bien fière de tous les travaux de la communauté. Parce qu'au plan stratégique et de gouvernance aussi, ça aide beaucoup au niveau de l'écoute qu'on peut avoir de nos instances, puis l'entraide, hein, comme on se disait. Là, donc, pour moi, c'est un peu plus, mais il y a encore beaucoup de chemin là, à parcourir au niveau de la gouvernance. Toi, Alexandre? Donc, de notre côté, on ressemble un peu au CHU de Québec. Donc, assurément que notre centre de recherche, l'organisation a décidé de mettre en place un lac de données piloté par la recherche, mais aussi pour les besoins de gestion. Donc, la DQEP est étroitement intégrée à ça et au niveau stratégique aussi. Donc, actuellement, on est beaucoup plus dans la mise à jour de nos politiques, procédures au niveau du pilotage de système ou autre, parce que ça date de quelques années. Puis souvent, bien, dans le réseau de la santé, c'est pas notre core business, la donnée. Donc, on ne voyait pas l'utilité de mettre peut-être les politiques et procédures à jour. Donc, on est en train de faire ça. Aussi, tout ce qui est les rôles et responsabilités des gens. Puis, le plus important, l'imputabilité aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui étaient détenteurs d'un système informatique ou autre, puis ils ne savaient pas vraiment c'était quoi leur responsabilité. Donc, je pense qu'avec la COVID, ça a aidé à clarifier certains éléments, puis vraiment de mettre ce volet-là d'imputabilité au niveau là, du pilotage de système et autres. Donc, on va pouvoir exploiter davantage la donnée, puis peut-être d'avoir une meilleure qualité de données aussi. Philippe. On est rendu à l'architecture. Ce matin, il y avait Philippe Després puis Jean-Noël qui discutaient beaucoup de la complexité d'avoir accès à la donnée ou comment elle est organisée. Ici, ce que vous regardez, est-ce que vous êtes en mesure de distinguer les fenêtres, des portes de l'entrée, des poutres? En tout cas, moi, j'ai beaucoup de difficultés à savoir par où on rentre, par où on sort. Puis est-ce que les assises ont l'air solides? Moi, je ne suis pas certain. Fait que c'est vraiment une des clés pour valoriser, pour une stratégie de valorisation de la donnée, c'est l'architecture de données. Il n'y a pas une architecture, il peut en avoir de multiples. Fait que la première question, Valérie, est-ce que vous, votre architecture, est-ce qu'elle est solide? Ça ressemble à quoi votre architecture de données au CIS? Bien, on parlait qu'on a 800 systèmes au CIS de Chaudière-Appalaches. Évidemment qu'on n'exploite pas 800 systèmes, puis ça ne serait même pas pertinent de le faire non plus. Pour donner un exemple, on a 4 urgences sur 4 sites différents. On a 2 systèmes différents au niveau de nos urgences pour le même fournisseur, mais 4 versions. Ça, c'est juste le domaine urgence. Donc, c'est comme si j'avais 4 systèmes différents. Donc, les travaux qui sont en train de se faire d'une façon plus intensive depuis les 6 derniers mois, c'est vraiment de ramener les principaux systèmes là, pour reconstituer une trajectoire clinique. Donc, on est rendu à une quarantaine de systèmes d'information intégrés dans un entrepôt de données. C'est un large travail. Donc, l'équipe travaille à aller chercher la donnée, à la normaliser également. Et on va travailler tout l'aspect de la visualisation pour éventuellement mettre en place des pseudo-libres comptoirs libre-service, entre autres. Mais c'est les travaux qu'on fait, nous, à notre niveau, je vous dirais, là, puis on n'est pas pire rendu là, à reconstituer une trajectoire. Puis la trajectoire chez nous n'est pas qu'hospitalière. Là. Comme je vous disais tout à l'heure, on est sur tout le parcours de soins. Toi, Alexandre? Vu que nous, on est un CHU, ça devrait être plus facile. On a une seule urgence, donc un seul fournisseur. Eh bien non, les gens ont de la créativité quand ils saisissent la donnée. Donc, j'ai vu Montérégie d'une centaine de manières. Donc, c'est sûr que de notre côté, bon, c'est les défis de pilotage d'information. Pour l'instant, au niveau organisationnel, comme je disais, depuis quelques années, on a décidé de mettre en place un lac de données qui s'appelle l'UNIC, donc un peu comme Citadel. Donc, ça va aider aussi à des fins de gestion. Mais nous, on ne pouvait pas attendre que le lac de données soit créé. Donc, on s'est créé un petit entrepôt de données à côté au niveau de certaines données cliniques, aussi en HL7, donc en temps réel, par exemple, pour l'urgence. Donc, ça nous a permis là, d'avoir des données et ça nous permet encore d'avoir des données pour des fins de prise de décision. Donc, toi, Philippe, qui est un CHU, donc est-ce qu'on est dans la même orientation ou on est complètement différent? Oui, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. On a plusieurs axes de développement. On a un lac de données hospitalier. On a un entrepôt de données également intra-hospitalière. L'ADRI a mis l'informatique a mis à notre disposition les 600 canaux de données en temps réel qu'on peut exploiter. On en exploite un pour le moment sur les 500,
mais c'est une possibilité. Le gros défi, le prochain sentier qu'on a, c'est beaucoup la phase qu'on appelle data quality, là, ou qualité de données, pour certifier la donnée, venir bonifier les jeux de données et aussi ajouter du métadata autour de la donnée pour la contextualiser. Je pense que c'est le professeur Jones qui mentionnait ça un peu plus tôt. Donc, c'est notre grand chantier des prochaines années, donc extrêmement similaire. Fait que là, présentement, on a parlé, vous avez pendant le diagnostic plusieurs composantes. Là. On a parlé des RH, on a parlé de la gouvernance, de l'architecture, qui sont tout de même d'énormes défis en tant que tels, mais le combat de tous les jours reste quand même au niveau de l'humain qui va utiliser les systèmes, saisir la donnée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce combat de tous les jours-là, Alexandre? Oui, à vrai dire, tu dis un combat de tous les jours, mais il y a plusieurs combats de tous les jours dans le réseau de la santé, puis la pandémie en est un. Donc, à vrai dire, oui, avant, peut-être c'était pas un combat de tous les jours, la donnée, maintenant, ça l'est, mais avec tout ce qui arrive dans le réseau et autres, comme je disais avec la pandémie, ça nous a permis quand même d'avoir certains leviers. Puis j'aimerais ça peut-être que Valérie, tu nous en parles de quel est l'impact de la COVID, qu'on parle d'un peu le point tournant, là, donc défaire des murs pour ton organisation puis pour la direction. Bien, c'est sûr que la pandémie, c'est venu mettre en lumière vraiment le caractère de valeur autour de la donnée pour une bonne prise de décision. C'est sûr que ça a mis aussi en valeur toute l'utilité d'une équipe comme la nôtre, tout l'aspect de ressources humaines très précieuses. Donc, c'est sûr que ça a venu aider, hein, évidemment. Ce que c'est venu mettre en valeur également, c'est en tout cas pour nous, puis je trouve que ça marque le prochain bout de nos apprentissages dans tout ça, c'est que c'est beau de rendre accessible la donnée parce qu'on en a fait de façon exceptionnelle pendant la COVID, évidemment, mais ça ne vient pas tout seul, la donnée. Puis les conférences de ce matin en parlaient beaucoup, mais toute la donnée va être importante si on l'associe au processus du terrain. Puis là, le processus du terrain, c'est fait par des humains. Et les humains, il faut qu'on les accompagne à comprendre aussi cette donnée-là, puis qu'ils nous aident à ce que nous, on la rende aussi plus accessible. Donc, tout le comportement en tout cas, le point tournant pour moi, c'est de voir, on a à mettre une stratégie aussi pour toute la gestion du comportement. Avant, historiquement, la donnée, on l'utilisait soit pour se défendre ou pour demander de l'argent. Là, maintenant, la donnée, on veut la rapprocher du terrain parce qu'autant c'est important d'avoir une gouverne forte qui croit en ce qu'on fait, autant la valeur de la donnée, elle va être aussi sur le terrain pour de la prise de décision proche de l'usager. Donc, on est là-dedans. Donc, comment on va accompagner? Puis là, le défi est très grand d'accompagner. Donc, c'est un peu le point tournant dans notre cas. C'est le même point tournant. En mars 2020, les gens étaient assoiffés de données, puis pas assoiffés pour une bonne raison. Le moment était critique, on devait réorganiser les soins et ultimement, la donnée que nos directions produisaient, bien, vous le savez, se ramassait à la conférence de presse du premier ministre. Donc, c'était qu'il y avait une certaine criticité. Fait que c'était vraiment le point tournant qui a permis, nous, deux choses: cimenter une relation avec nos DRI, pour vraiment mettre une infrastructure que des fois, ça pouvait prendre 1 an. Bien, en 30 minutes, on avait des infrastructures et l'accès à la donnée. Et on n'en a pas parlé aujourd'hui dans aucune des conférences de ce matin aussi, mais l'accès à la donnée. Ça paraissait simple, des fois sur une acétate, de voir le cheminement de la donnée, mais il y a un gros bloquant dans le milieu de la santé qui n'est pas souvent dit, mais c'est l'accès à la donnée est souvent protégé par les compagnies privées qui sont propriétaires de systèmes. La propriété de la donnée, appartient aux patients. Les centres hospitaliers sont fiduciaires de cette donnée-là, mais des fois, il y a une confusion des rôles avec le privé qui se pense un peu propriétaire de cette donnée-là. Ce que la pandémie a permis également, c'est d'avoir des discussions, je ne dirais pas féroces, mais je vais le dire, avec les fournisseurs pour leur dire: la donnée, on n'en a besoin pas dans 1 an, demain matin, pour la gestion de la crise. Ça a ouvert cette possibilité-là également. Puis la porte, on n'est pas prêt de la refermer avec les propriétaires de systèmes d'information. Peut-être, je terminerai sur, ça nous a aussi permis de bâtir une architecture complexe pour suivre 3% de nos patients. Les patients COVID où je suis là, c'est environ 4 500 sur 160 000 hospitalisations. Ce qu'on veut faire pour le futur, c'est avoir une architecture sophistiquée, flexible comme ça pour 100% de nos patients et non seulement pour ceux qu'on a gérés durant la crise. Fait que comment on se projette pour passer de 3 à 100%, Alexandre? Je vais prendre la balle au bon. On a entendu tantôt l'état de situation où on est rendu, nos défis, quelle action qu'on met déjà en place, quelle action qu'on veut mettre en place, en équipe aussi, peu importe l'organisation. C'est sûr qu'avec la pandémie, comme tu dis, Philippe, on a répondu peut-être seulement aux besoins peut-être des centres hospitaliers, mais il y a plusieurs missions
dans les organisations, les centres d'hébergement longue durée, les centres jeunesse et autres. On va devoir se tourner vers l'avenir. Puis oui, on a tapé le chemin. Ça a été vite, on a vraiment tapé le chemin, mais là, je pense qu'il faut revenir 2 pas en arrière pour mieux revenir, élaguer un peu, bâtir notre fondation à 100%, parce que des fois, elle est un peu instable, on l'a vu avec notre architecture de données, pour mieux revenir, pour mieux répondre à l'ensemble des missions, même la santé publique, par exemple, puis pour que toutes les équipes qui ont des besoins en données, on puisse les répondre. Donc, ça va devoir prendre une gouvernance inclusive. Donc, tantôt, Valérie disait, il ne faut pas que ce soit lui qui crie plus fort. Non, il faut qu'on priorise, puis on espère répondre à l'ensemble des demandes. On doit mettre en place une culture de la mesure ou la culture de la donnée. On avait déjà une certaine culture de la mesure dans le réseau de la santé avec des salles de pilotage avec des indicateurs, mais là, c'est vraiment tourner données. Puis quand on a 17 000 employés, il faut que ça descende jusqu'au terrain pour qu'ils comprennent l'importance de saisir la donnée, puis d'essayer aussi peut-être de réduire la saisie de données, parce que leur core business, c'est soigner des patients. Donc, essayer d'utiliser davantage les objets connectés, par exemple. Donc, c'est un peu la vision qu'on a en tant que comité de pratique de mettre de l'avant pour essayer que ça profite à l'ensemble des patients et des équipes cliniques de partout au Québec, puis peu importe la mission. Donc, ça ferait le tour de notre vision. Donc, il me fait grand plaisir d'accueillir Dr Mylène Drouin, qui est directrice à la Direction de la santé publique de Montréal, qui va venir faire le pont avec ce dont on a discuté, mais parler plus spécifiquement des systèmes d'information performants comme facteur critique d'une santé publique forte et réactive. Donc, merci à tous. Je suis ici vraiment, si vous êtes là avec humilité, moi, là, encore plus d'humilité, je vous le dis, parce que lorsque j'ai eu cette invitation-là, puis quand on arrive dans les questions des systèmes d'information, d'intelligence artificielle, à chaque fois, il y a 2 contextes dans lesquels je me sens comme quand je vais chez mon garagiste et quand on m'amène ces éléments-là. Donc, j'ai une chance, j'ai quand même une super équipe là, qui me fait la traduction. Donc, aujourd'hui, je viens ici vraiment comme praticienne pour vous parler un peu de ce qu'on a vécu pendant la pandémie, mais beaucoup plus largement que la pandémie, ce qu'on a, comment les systèmes d'information, mais aussi la donnée, est nécessaire pour qu'on soit capable de remplir notre mandat légal de santé publique, des directeurs de santé publique, qui sont tous dans des CIS et des CIUS. Et je vais donc y aller avec un plan de présentation où je vais quand même vous revenir un petit peu sur où s'inscrit la donnée dans notre mandat. Par la suite, nous aussi, on a fait, là, je vais être encore plus humble, donc mes équipes ont fait un peu leur niveau actuel de maturité numérique et on n'a pas la note de passage du tout. Et par la suite, des petites illustrations concrètes de ce qu'on a vécu et de l'application. Pour finir avec les recommandations, j'ai lancé la semaine dernière, pas la semaine dernière, mardi cette semaine, le rapport de la directrice sur les 2 ans de pandémie. Et évidemment, certaines des recommandations font écho au système d'information et à la donnée nécessaire à la gestion de futures crises sanitaires. Donc, le mandat des directeurs régionaux de santé publique, premièrement, je vais nous situer. Moi, mon mandat s'inscrit dans un contexte urbain. Donc, j'ai un mandat régional, mais je suis située dans un CIUS, donc avec une des QEPE, mais il y en a quand même, il y a 5 établissements non fusionnés et 5 CIUS avec lesquels je dois collaborer. Évidemment, Montréal, c'est la première ville en termes de densité, la deuxième ville après Toronto en termes de population. Et on a évidemment des caractéristiques particulières en termes de vieillissement, d'immigration, de familles monoparentales, évidemment, et de vulnérabilité de certaines populations. Puis, évidemment, il y a d'autres caractéristiques plus favorables par rapport à ce qu'on retrouve dans d'autres régions du Québec, que ce soit le sentiment d'appartenance, les enjeux de santé mentale, par exemple. La mission et le mandat de santé publique s'inscrit dans la loi. On a évidemment une mission d'améliorer la santé de la population et de la protéger, la population, mais aussi les travailleurs montréalais. Donc, on a une équipe de santé au travail à travers nos grandes fonctions de santé publique dont je vais vous parler tout à l'heure. Évidemment, pour être capable de réaliser cette mission-là, on
on exerce, dans le fond, ce qu'on appelle les fonctions essentielles de santé publique, qui sont la prévention, la promotion et la protection. La promotion, c'est vraiment, là, juste en une phrase très simple, là, c'est vraiment l'action sur les déterminants de la santé, donc comment on crée des conditions de vie, des environnements favorables, que ce soit le logement, la sécurité alimentaire, l'environnement bâti. Donc, c'est beaucoup des actions sur les politiques et les environnements. La prévention, bien là, on travaille avec les continuums de services. Donc, c'est comment on peut agir en amont. On parle souvent de cessation tabagique, dépistage de cancer, etc. Et la protection, bien, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est ce qu'on a vécu pendant la pandémie. C'est comment on arrive à agir rapidement pour détecter des menaces à la santé, qu'elles soient biologiques, chimiques, physiques, qu'on arrive évidemment à mettre les mesures d'intervention nécessaires pour réduire la mortalité, morbidité associée à l'échelle d'une population. Et du côté gauche, bien, on voit évidemment que pour arriver à faire cette intervention de santé publique, on a à avoir une intelligence, donc intelligence décisionnelle. On doit avoir des outils et des données qui nous permettent de faire un diagnostic. Donc, nous, on parle beaucoup de clinique, mais le patient en santé publique, c'est la population. Donc, un diagnostic populationnel pour savoir sur quoi on doit agir en priorité, mais aussi orienter nos programmes. On doit avoir des données médico-administratives pour monitorer, évidemment, et suivre ce qu'on met en place. Évidemment, dans le mandat de surveillance, on a aussi le petit mot qui est de faire des prédictions. Et ça, je pense qu'on a toute la modélisation qu'on a eue pendant la pandémie a été un des volets, mais je pense on est très loin d'une capacité de prédire des phénomènes de santé à l'échelle de la population actuellement. Et évidemment, il y a toute la recherche et le développement des connaissances qui soutient l'innovation dans les programmes populationnels. On a évidemment une programmation, mais juste pour vous dire que la donnée, nous, on a révisé post-pandémie notre planification stratégique et tout le virage numérique et la donnée s'inscrit dans deux des grandes orientations ou axes d'intervention qu'on a mis, qui est vraiment le soutien à la décision, donc améliorer la capacité de surveillance de vigie. Donc, la surveillance, c'est le diagnostic populationnel, la vigie, c'est nos systèmes d'alerte et notre capacité après ça d'analyser les menaces là, et les schèmes de transmission dans les populations. Pour être capable de fournir des informations utiles à la décision en un moment opportun qui vont nous permettre soit de faire notre action de santé publique, mais aussi d'influencer les politiques publiques, que ce soit à l'échelle locale, régionale ou provinciale. Et de l'autre côté, on l'a inscrit au niveau de l'amélioration continue et dans la perspective d'organisation apprenante, de voir comment dans nos propres processus, on est capable, comme direction régionale de la santé publique, d'intégrer le virage numérique pour être beaucoup plus efficient. Donc, de là, le niveau d'humilité va embarquer. Puis là, je ne sais pas s'ils ont pris le même outil, mais donc que vous, je ne crois pas. L'équipe a fait un peu cette auto-évaluation pour arriver à certains constats sur la maturité numérique là, de notre organisation. Et pour l'instant, bien, on est des débutants. Voilà, autant en termes d'intensité numérique et que de culture numérique à l'intérieur de notre organisation. Et je n'irai pas en détail, là, on pourrait passer à travers là, les différentes dimensions mesurées, mais tout ça pour dire que faut comprendre, puis vous l'avez dit, là, les DQEPE ont de multiples missions à couvrir. On ne se le cachera pas, les services, l'organisation des services et les soins directs à la population sont souvent priorisés historiquement sur la perspective populationnelle. Donc, c'est sûr que la pandémie a bien démontré, a mis à la face de tout le monde à quel point on partait de loin avec certains de nos systèmes d'information. Et pourtant, si on regarde un peu les classifications des systèmes d'intervention de santé numérique de l'OMS, la santé publique aurait tout avantage à être plus performante, autant dans les systèmes d'intervention d'urgence, de surveillance, comme je l'ai dit, d'alerte et d'appel à la vigilance qu'on fait encore avec des systèmes peu performants, que dans les systèmes d'information qui vont aussi nous amener à être branchés sur les systèmes cliniques. Et on l'a vu là, avec les laboratoires pour nous permettre rapidement d'être beaucoup plus réactifs dans le cadre de la COVID. Quelques illustrations concrètes qu'on a vécues. J'ai pris évidemment là, la COVID principalement, mais je me suis permis là, d'en utiliser une qui était plus dans le champ de la prévention-promotion.
ce sont des photos réelles. Alors, c'est simplement pour vous expliquer que quand on a commencé la pandémie, puis je vais juste vous le dire, le fax a été a fait la manchette, mais il est encore fonctionnel, le fax, dans nos organisations. Parce que, comme vous l'avez dit, pour la COVID, la trajectoire hospitalière a été, je sais pas, l'architecture pour essayer de suivre a été parfaite. C'est la même chose pour la COVID, mais quand on est arrivé avec la variole simienne cet été, on a recommencé à zéro. Donc, on a à construire ça pour 100% de nos menaces à la santé. Et juste pour vous dire, les premiers indicateurs, je disais à mes équipes, bon, on a eu combien de cas depuis hier? Puis là, tout le monde, les fax arrivaient, puis c'était mélangé avec de la chlamydia, de la tuberculose, tout mélangé. Puis là, à la fin, mon indicateur, c'était 45 mm. Puis la journée d'après, c'était 70 mm. Donc, on est vraiment parti de très loin. Et c'était la même chose là, quand on arrivait pour envoyer les lettres avec les courrieleurs à vélo pour aller donner les consignes aux patients. On n'avait pas de système, tout était manuel pour identifier le meilleur parcours pour être capable de faire cette distribution-là rapide en moins de 24 heures. Ce qui est quand même positif, c'est que de avril à juillet, il y a quand même eu un système d'information qu'on a été capable de mettre en place, avec évidemment le soutien là, du provincial, qui est Aquinox et qui nous permettait d'avoir directement la donnée qui arrivait des laboratoires dans nos systèmes. Déjà, on gagnait du temps parce qu'on devait réagir rapidement. Et ces systèmes-là nous ont permis, évidemment, oui, de faire notre vigie, mais aussi d'être capable, et c'est là dans les recommandations, des fois, on développe des systèmes d'information pour répondre à des tableaux de bord, la vigie globale dans la prise de décision stratégique, mais ces systèmes-là doivent aussi être utiles aux opérations. Donc, quand on a 600 enquêtes qui rentrent par jour, moi, je dois les distribuer. Je dois mettre des algorithmes pour dire, bien, je ne suis pas capable d'en faire 600, lesquels je vais prioriser, quels paramètres je vais mettre pour être capable rapidement d'aller chercher mes populations plus à risque et d'être capable de les donner aux bons enquêteurs. Et la même chose, un système qui nous permet par la suite d'être capable d'identifier les milieux communs que ces gens-là ont visités pour être capable, après ça, de faire une gestion d'éclosion et de transférer, évidemment, de comprendre les chaînes de transmission et de pouvoir agir rapidement dans des lieux spécifiques. L'autre exemple que je voulais illustrer, qui est quand même une belle réussite, je l'ai expliqué aussi dans le rapport de la directrice, c'est évidemment, on parle beaucoup du succès de la vaccination comme opération d'envergure. C'est vrai, on a vacciné là, des millions de personnes et tout ça. Mais un des succès qu'on a vécu aussi, c'est qu'on a été capable de réduire les écarts liés aux couvertures vaccinales, liés aux inégalités sociales de santé. Et ce travail-là a été rendu possible parce qu'on était capable de créer des cartographies très, très fines à l'échelle des aires de diffusion pour être capable de comprendre et caractériser qui avait eu le vaccin, qui n'avait pas eu, et par la suite envoyer des équipes pour être capable de comprendre c'est quoi les barrières, puis après ça, mettre en place des interventions très ciblées pour aller réduire ces barrières liées à la vaccination. Donc, un beau succès de nos équipes. On a quand même un des systèmes provinciaux qu'on a depuis longtemps, c'est celui en santé au travail. Et ce système-là, je pense qu'on aurait besoin, nous a permis ce qu'on n'avait pas dans d'autres, on n'en a pas en service de garde, on n'en a pas en milieu scolaire, dans les hôpitaux, etc. Grâce au système de santé au travail, on a réussi rapidement à caractériser les entreprises pour lesquelles les éclosions étaient plus probables. On les a ciblées pendant la vaccination en priorité. On a développé évidemment une connaissance fine des facteurs liés à la probabilité que des éclosions se produisent dans ces milieux-là. Et finalement, comme dernier exemple, c'est beaucoup plus en lien avec la surveillance, mais aussi les nombreuses enquêtes qu'on fait. Et à Montréal, depuis 2012, le développement de l'enfant est une priorité régionale. Donc, je vous sors de la COVID, évidemment.
Et on a travaillé depuis longtemps à développer des enquêtes populationnelles. Ce sont presque des recensements. Maintenant, c'est l'ISQ qui a repris la première enquête qu'on avait faite en 2006 même, qui est celle du développement de l'enfant sous ses 5 dimensions, mais qui nous permet aussi de suivre l'évolution dans le temps du développement de nos enfants. Et tranquillement, on a juxtaposé, puis on est en train de développer d'autres couches pour essayer de comprendre, oui, ce développement de l'enfant-là dans nos quartiers où il est, mais comment, après ça, on a des enquêtes sur les parcours scolaires, donc les parcours de services de garde plutôt. On y juxtapose évidemment des données socio-démographiques. Et maintenant, on est en train de juxtaposer des indicateurs liés évidemment aux environnements dans lesquels les enfants vivent pour être capable de comprendre quelles sont ces composantes-là en amont des environnements sociaux, des environnements physiques et du parcours de l'enfant qui font en sorte que lorsqu'il arrive à la maternelle, il est bien développé sur l'ensemble des sphères, que ce soit motrices, affectives ou de communication. Et ça, ce sont des données c'est du développement, c'est de l'innovation, mais toutes ces enquêtes-là sont pas, les bases de données ne sont pas jumelées facilement, mais je pense et on n'a pas fait le lien évidemment avec les données de consultation, par exemple, médicale, mais on pourrait aller jusque-là pour essayer de bien comprendre qu'est-ce qui explique la santé de nous et le développement de nos enfants. Donc, oui, c'est possible de s'améliorer et on le souhaite. On souhaite évidemment, ça fait partie de notre planification stratégique et on pense que à la base, si on veut poser des bons diagnostics et être capable d'être dans des contextes de protection très réactifs dans notre intervention, on se doit d'avoir des systèmes d'information performants. Comment y arriver? Bien, c'est sûr que je vais être la première à cogner pour être priorisée. Non, mais je pense que je pense qu'il y a clairement une compétition dans les besoins sont tellement grands, donc clairement il faut voir la plus-value d'avoir ces systèmes d'information-là à l'échelle populationnelle, de bien comprendre aussi, d'être capable de co-construire et de créer des partenariats parce qu'évidemment on n'a pas les expertises à l'intérieur de nos organisations, d'être capable aussi de bien traduire, de bien faire des analyses de besoins pour pas, comme je le disais, pour que ces systèmes-là puissent répondre, oui, à une perspective diagnostique ou de besoins stratégiques de tableau de bord, mais qu'elles soient aussi utiles, ces systèmes-là, dans l'opération, dans notre capacité de travailler avec des grands volumes de cas dans des régions comme Montréal. Maintenant, donc, on a lancé cette semaine, et vous avez le lien, là, si vous voulez aller vers le rapport de la directrice sur les 2 ans de la pandémie, où on fait, et je ne vais pas vous parler du rapport en détail, donc on fait évidemment état des rôles et responsabilités, de ce qu'on retient au niveau épidémiologique, donc l'histoire des 6 premières vagues. On fait ressortir les faits saillants, les défis rencontrés, les initiatives qu'on a fait. Il y a évidemment certains éléments qui touchent les technologies de l'information. Et évidemment, une série de recommandations. Je vais mettre en lumière 3 recommandations. Une qui touche clairement, là, puis je ne vais pas me répéter, mais cette nécessité de mettre en place des systèmes d'alerte et de vigie à la fine pointe, donc qu'on soit capable, évidemment, là, de détecter les menaces. Actuellement, nos fenêtres de vigie, par exemple, on jumelle de l'information des transports ambulanciers, des urgences, d'Environnement Canada pour tout ce qui touche le climat, du 811 et évidemment tout notre système MADO, donc des déclarations laboratoires. Mais comment, je pense que notre système date de plusieurs années, comment on s'assure, maintenant on a rajouté les eaux usées aussi à l'intérieur de ce système de vigie-là, mais je pense qu'on a à l'amener à l'ère de 2022. Et s'assurer évidemment que ces systèmes d'information nous permettent d'accomplir pas uniquement notre tâche de vigie, mais aussi les tâches quotidiennes là, de traitement d'un grand volume d'informations et une capacité de gérer la menace.
Le deuxième élément, puis on l'a dit, c'est un petit peu l'accès, de comment on développe des connaissances en situation de crise, comment on facilite, lorsqu'on est en train de gérer une crise, puis donc on est beaucoup dans les opérations internes dans nos établissements, mais beaucoup des expertises sont à l'extérieur de nos organisations, puis vous l'avez dit, là, on n'est pas concurrentiel, là, je ne le suis pas plus pour aller chercher des épidémiologistes de terrain, pour aller chercher des analystes seniors. Donc, on se doit de formaliser, de travailler en amont ces partenariats-là pour être capable, lors de crises, d'aller mobiliser ces experts-là et de faciliter tout l'accès à la donnée qui va nous permettre de développer des connaissances au fur et à mesure qu'on vit et qu'on est dans ces crises sanitaires-là. Donc, c'est un des objectifs que l'on souhaite, surtout que Montréal a une force incroyable au niveau universitaire, là, et on a des pôles d'expertise très importants. Et le dernier élément, évidemment, j'ai beaucoup parlé là, de notre mission de protection, mais derrière la pandémie, on a vu évidemment qu'on a eu une exacerbation importante des inégalités sociales de santé. Évidemment, même la mortalité et morbidité n'a pas été égale là, et a été beaucoup plus importante là, dans les communautés, dans certains quartiers où il y avait déjà plus de défavorisation, puis on le démontre dans le rapport. En plus des impacts collatéraux aussi qu'on a vus, que ce soit les pertes d'emploi, que ce soit les enjeux sur la santé mentale, la violence conjugale, des enjeux de développement de l'enfant avec tous les éléments de l'enseignement à distance et tout ça. On se doit et ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des modélisations faites, entre autres, là, par l'INSPQ et les équipes de l'Université Laval pour nous permettre de prédire, j'imagine qu'ils ont tout fait rouler les affaires avec les petits points qu'on a vus, là, pour nous permettre d'essayer de prédire ce qui allait arriver en termes d'incidence de cas, en termes de mortalité et d'hospitalisation. Mais je pense qu'on a aussi à développer, premièrement, un système de surveillance des inégalités et des impacts collatéraux et idéalement d'être capable de comprendre comment, d'utiliser nos systèmes d'information pour être capable de voir comment les mesures, je dirais, de contrôle de la transmission, d'essayer de prédire quels impacts collatéraux on va voir, on s'attend à avoir pour nous aider à soit atténuer ces impacts-là via des mesures de mitigation ou moduler la mesure populationnelle si on voit évidemment qu'elle a trop d'impact en termes sur certaines populations. Et ça, c'est un petit peu le principe d'action de proportionnalité qu'on a essayé de faire au mieux des connaissances qu'on avait, mais on n'avait pas les sources d'informations nécessaires pour ça. Et pour arriver à développer ces systèmes-là, ça veut dire qu'il faut aller chercher des informations. Le ministère du Emploi, Solidarité sociale pour tout ce qui est les pertes d'emploi. Il faut aller chercher au niveau des écoles, des services de garde, etc. Donc, c'est un cumul d'informations pour lesquelles on n'a pas nécessairement accès facilement aux sources de données, qu'on va devoir travailler en amont avec ces ministères-là pour construire ce système de mesure des impacts collatéraux et des inégalités. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous partager. Un grand merci à Dr. Drouin. On va avoir l'occasion d'ouvrir la conversation dans quelques minutes. Merci. Et je poursuivrai maintenant avec notre dernière conférence de l'avant-midi avant les échanges. Ah, le voilà. Il me ferait plaisir de vous présenter professeur Jean-Louis Denis, qui est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui va venir nous parler de la transformation numérique des systèmes de santé, une perspective généraliste et contextualiste. Merci pour l'invitation. Là, je sais qu'il y a eu beaucoup de conférences, puis je vais inviter Aude à me dire quand il reste 2-3 minutes, il ne faut pas se gêner. Je sais que j'ai maximum 20. Je commencerai en disant un mot pour remercier Aude et Philippe, qui je trouve qu'avec pertinence, compétence et intelligence organisent beaucoup le champ de la réflexion sur la transformation numérique dans notre système de santé, puis je les remercie pour ça. Moi, un peu comme Mylène,
je vais vous parler de quelque chose que je ne connais pas. Et j'ai le même feeling quand je vais chez le garagiste. Fait que, pourquoi j'ai intitulé ça une perspective généraliste et contextualiste, je dirais généraliste parce que je me sers de ce qui est discuté ce matin comme un prétexte pour parler d'enjeux de transformation. On peut parler de transformation autour de d'autres objets. Contextualiste, c'est-à-dire tout ce qui est discuté. Et là, je me centre sur des acteurs en contexte réel, comme Mylène donnait de très beaux exemples. Ils utilisent des données, mais en utilisant des données ou des innovations technologiques, ils se mettent en relation avec un phénomène qui est nécessairement imbriqué dans une multitude de contextes. Troisième remarque introductive, c'est je mélange dans ma présentation l'idée de données, l'idée de technologie, toujours en sachant pas trop de quoi je parle, mais en disant, pour moi, ce sont des objets qu'on lance dans des systèmes d'action préexistants et je vais m'intéresser un petit peu à ce qui se passe quand on les lance dans des trucs préexistants. Il y a 3 postulats que je vais évoquer sur la transformation numérique. Le premier postulat, c'est qu'il y a un décalage significatif dans les systèmes de santé entre l'innovation dite matérielle et l'innovation institutionnelle et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le champ de la santé, vous le savez, peut se considérer en retard, comme on voyait là, dans certains domaines, mais ça reste un champ de prédilection pour l'adoption, la diffusion de technologies, d'innovation, entre autres dans le domaine clinique, comme vous savez. Mais l'adaptation des organisations, des institutions et les innovations que ça suppose chez les acteurs et dans leurs relations sont souvent en décalage. Et je dirais, c'est peut-être ce qu'on a appris des 30 dernières années d'analyse des réformes en santé. Une deuxième chose, puis je le dis dans différents forums quand on me parle de gouvernance, c'est peut-être les idées sont bonnes, des changements qui peuvent vouloir être faits, tout dépendant, là, mais ils opèrent toujours sur une règle, c'est qu'ils vont produire des changements, des bénéfices, advenant le cas, qui opèrent selon une temporalité longue. C'est-à-dire, personne ne peut échapper en santé à la temporalité longue pour produire des changements substantifs qu'on peut définir comme des résultats désirables, des objectifs qu'on veut atteindre, comme protéger la santé, et des résultats relationnels, qui est la façon différente de collaborer et travailler en acteurs, et j'y reviendrai en conclusion. Le troisième point, c'est souvent lorsqu'on parle de transformation numérique, il y a quelque chose en arrière qui revient récursivement, qui est de dire si on avait la bonne technologie et les bonnes données, on va faire de la réingénierie de nos systèmes d'action. Et ça, la réingénierie sociale est un peu le petit fantôme qui revient souvent chaque fois qu'on pense à des changements et des innovations en santé. Et cette perspective-là interventionniste et rationaliste, ça va faire partie de mon propos, est pour moi insuffisante pour comprendre le potentiel et ce qui survient lorsqu'on lance l'objet que j'ai décrit précédemment. Bon, évidemment, aujourd'hui, on se situe dans un espace où on parle de quelque chose de nouveau, mais il y a des antécédents qui ont flirté un peu avec les mêmes, je dirais, ambitions dans le domaine de la santé. Les travaux des 30, 40 dernières années sur la qualité et la sécurité des soins qui nous ont bien montré que pour capitaliser sur des outils, des informations, on a besoin de changements proportionnels dans l'environnement organisationnel ou politique dans lequel on les inscrit. Donc, tantôt, je parlais des limites des
perspective interventionniste au rationalisme. La réponse qu'on apprend du champ de la qualité et de la sécurité des soins, c'est qu'on a besoin, pour faire court, d'un peu plus de sociologie quand on joue avec ces éléments-là. Le deuxième point, entre guillemets, il y a toute une science des outils de gestion de la gouvernance. Et qu'est-ce qu'on a appris de ces travaux-là depuis plusieurs décennies? Si je résume en une phrase, c'est que lorsqu'on lance des objets comme ça, il y a un risque d'exacerber le contrôle ou de produire des apprentissages bénéfiques. Et l'équilibre qui va se faire entre ces deux aspects-là va dépendre de la manière dont les acteurs inscrivent leur quotidien, leur travail, incluant lorsqu'ils sont responsables d'équipe, dans ces développements technologiques ou au niveau des données. Troisième champ qui a été très abordé dans le domaine de la santé, cette idée initialement de décision basée sur données probantes qui est devenue progressivement décision informée par les données probantes, et ce n'est pas anecdotique. Qu'est-ce qu'on apprend de ce domaine-là? C'est que lorsque je fais face à une donnée, que je sois clinicien, décideur politique, manager de la santé, l'évidence portée par les données va être un ingrédient parmi d'autres dans ma décision. Et dit de façon caricaturale, si j'entre dans un bloc opératoire, oui, je souhaite que l'équipe chirurgicale soit très informée des meilleures pratiques, informée par les évidences, mais je veux aussi qu'il soit capable d'exercer en contexte un jugement. Et donc, c'est la même chose. Donc, les données vont toujours être une ressource partielle pour, entre guillemets, la bonne décision. Ça m'amène à 3 propositions qui sont à la fois non exhaustives, à la fois partiellement démontrées pour discuter. C'est le potentiel génératif. Quand je dis génératif, c'est comme l'aspiration à bien faire et à produire ce que d'autres appellent la valeur, un résultat désirable, quel qu'il soit. Le potentiel génératif du numérique dépend de l'interaction entre l'usager, la technologie et les données. C'est-à-dire la technologie et ses dérivés, ce qu'elle produit, ont un potentiel de transformation, mais ce n'est pas transformatif en soi. Il faut s'intéresser tout autant à l'acteur qu'à l'objet et à l'interaction entre les deux. Là, il y a beaucoup de travaux qui regardent ça. Ce qui amène à une deuxième sous-proposition qu'une même innovation, pouvant dire un nouvel accès à des nouvelles données, va produire en contexte des effets variables. Ce n'est jamais une technologie qui est robuste au contexte. Les acteurs vont la contextualiser, l'interpréter, et selon leurs contraintes ou opportunités, ils vont en faire quelque chose. Troisième élément ici, c'est que dans les organisations, comme dans tous sous-systèmes sociaux, on est nécessairement dans des environnements pluralistes. C'est-à-dire des acteurs différents exposés aux mêmes choses vont porter des représentations différentes, des données, du potentiel, et ainsi de suite. Et ça va les amener à se comporter et à réfléchir différemment. Deuxième proposition, le potentiel génératif du numérique repose sur ce qu'il permet de révéler. C'est un peu évident, là, vous allez dire. Mais qu'est-ce que ça révèle des données? Ça révèle souvent quelque chose qu'on connaissait moins sur la nature de l'activité qui est véritablement faite ou accomplie, ou, comme soulignait Mylène, la nature d'un phénomène, par exemple le mapping précis des inégalités de santé, le genre de micro-mapping. Et là, ça nous révèle quelque chose. Ça nous révèle quelque chose qu'on peut avoir pressenti. Mais là, on a comme une confirmation externe ou une représentation externe d'un aspect qui était juste là moins clair ou affirmé. Et ça nous montre aussi les résultats des activités.
Pour exemple, et ça c'est dans tous nos domaines, on développe une opinion sur notre secteur, nos activités, les résultats, et souvent les données vont nous donner une image différente. Genre, est-ce qu'on a réussi à améliorer, pour exemple, le développement de l'enfant? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être moins ou plus qu'on pensait. Et donc, les données lancent un objet qui s'appelle les résultats sur l'activité. Et l'hypothèse qu'on fait dans un paradigme non techniciste, je dirais, c'est qu'ils vont influencer les délibérations et les échanges entre acteurs concernés. Ils ne vont pas leur prescrire un programme d'action ou d'intervention, mais ils vont les amener à voir les problèmes et les solutions éventuellement différemment. Deuxièmement, lorsque les données sont fines, par exemple la question de trajectoire sur les patients en santé, que l'INES, entre autres, travaille beaucoup, c'est que ça nous montre des nœuds et des chaînes d'événements qui révèlent un peu comment les acteurs contribuent à produire ce qu'on appelle cette trajectoire-là de santé pour des individus, des groupes. Là, si je m'inscris à l'intérieur du système de soins. Et ça montre aussi la responsabilité qui est exercée par ces différents acteurs-là, que ce soit en santé publique ou dans d'autres domaines. Ce que ça pose aussi comme question, et là, les données, pour moi, ont un très grand potentiel, et c'est lié au premier point aussi, c'est que ça permet de sensibiliser aux besoins d'une responsabilisation plus collective de la recherche de résolution de problèmes importants, que ce soit en santé publique ou dans le système de soins. Et ce que je veux dire par là, c'est que certains indicateurs, et on le voit très bien dans l'analyse de réseau en santé, on a besoin d'indicateurs qui sortent de la production individuelle de chaque membre d'un réseau, qu'ils soient des organisations, des groupes ou des individus, pour aller chercher des indicateurs qui représentent la valeur ajoutée de collaborer. Et ça, pour moi, c'est une perspective extrêmement intéressante et prometteuse de génération de données. Troisième point, c'est, puis de façon un peu redondante, puis je reviens à l'exemple des patient pathways, là, des trajectoires de patients, c'est que ça montre comment des acteurs contribuent à une production, utilisent leur expertise et manifestent leur agencéité dans un processus collectif qui est interdépendant, mais qui est plus ou moins coordonné, et j'y reviendrai en conclusion. Troisième proposition, puis c'est la dernière, après vous êtes libéré, il y a implication en 4 points, c'est potentiel génératif du numérique et conditionnel à la mise en place d'espaces d'innovation, et vous le savez, c'est devenu épidémique, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres secteurs de l'activité en société. Si on crée des labs d'innovation à chaque jour, on crée toutes sortes d'espaces. Certains sont solides, d'autres sont plus de l'affichage. Mais ce qui est important de voir, c'est lorsqu'on souhaite tirer parti du potentiel transformatif des innovations dans le domaine numérique, c'est qu'on a besoin de nouveaux espaces pour tirer parti de ces innovations-là. Un premier point, c'est qu'il faut réunir des conditions qui permettent aux acteurs concernés de prendre parole à l'égard de ces données-là. Et on l'a vu dans le contexte de la pandémie. Si on constate des inégalités entre quartiers, bien on dit, moi, étant donné les données, ce que je trouve approprié de faire, puis là, je ne veux pas personnaliser au niveau de Mylène, mais je trouve que c'est un cas très exemplaire, bien, étant donné que les données me disent ça, je me sens tenu d'agir et je prends telle décision. Et ça, c'est extrêmement important parce que souvent, le « je prends telle décision » est aussi un geste politique
dans un environnement où il n'y a pas nécessairement consensus ou accord sur ce qui est approprié de faire ou comment les agents devraient se comporter. Fait qu'il y a toujours des données qui ne s'accompagnent pas de cette possibilité d'exercer une agencéité au niveau des acteurs, si je reprends le terme de Philippe, sont des données mortes ou au cimetière, je pense, je ne me souviens pas, mais pour peut-être une raison différente. Le deuxième point, c'est l'expression d'un leadership pluriel dans et par l'innovation, c'est-à-dire de facto, dans les univers dans lesquels on travaille, on est dans des systèmes à capacité et expertise distribuée et pour capitaliser au maximum sur ces données-là, on a besoin que des gens différents s'y intéressent, allant des gens qui travaillent en première ligne aux décideurs stratégiques, et ils ont besoin de se parler un peu plus, qui était un point qui a été évoqué ce matin. Troisième point, pour innover avec les données, et moi j'ai quelques règles simples quand je parle à une organisation qu'on me demande de leur parler, je me dis, si vous répétez toujours les mêmes processus, et là, ça revient au propos du professeur Jones sur une approche processuelle. Si je répète toujours les mêmes processus, je vais obtenir les mêmes résultats. C'est très simple, mais ça suppose que si on a des nouvelles données, mais qu'on les met au service de la même manière, de formuler des politiques, de gérer des programmes, d'inventer des interventions, bien, on est à risque d'obtenir des bénéfices plus marginaux que conséquents. Conclusion, qu'il est pour la transformation numérique, le titre comprend la confiance du colloque. La confiance, bien, c'est tributaire de l'engagement et des interactions entre acteurs concernés. Il y a un aspect design dans les systèmes et les données. Et j'ai une collègue, Pascal Lehoux, qui a un programme de recherche remarquable sur l'innovation responsable en santé. Et une de ses hypothèses fortes, c'est si on conçoit différemment les choses, le potentiel de transformation va être beaucoup plus important. Ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est après l'hypothèse de Pascal, c'est dire, bien, un coup qu'on est devant la bête, la technologie, la plateforme numérique, les données, c'est comment on va interagir avec qui va nous amener à être plus ou moins confiants. Et il y a une chose qu'il faut se rappeler, il n'y a rien que moins des agents, des acteurs au concret, en contexte, si la mobilisation de données ou d'innovation les rend tellement insécures qu'ils sentent qu'ils perdent le contrôle sur leur processus habituel de résolution de problèmes et ils n'ont souvent pas le temps de perdre le contrôle. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, la valeur ajoutée de la transformation numérique est associée aux compétences et à la réflexivité des acteurs concernés. Il faut s'intéresser beaucoup au développement de capacité des acteurs, et c'était souligné dans le panel lorsqu'on parle de ressources humaines. C'est-à-dire, on ne peut pas développer la confiance sans développer des nouvelles capacités. L'expérience locale d'innovation est conditionnée par les politiques organisationnelles et du système. J'ai donné quelques exemples implicitement, mais la manière dont des acteurs au concret, au quotidien, vont capitaliser sur les données est conditionnée de façon facilitante ou limitative par tout le système institutionnel qui encadre leur pratique. Enfin, le passage de l'innovation technologique à l'innovation institutionnelle dont j'ai essayé de vous parler exige des efforts et des investissements importants. Il y a une erreur ici. Ah oui, non, et continue. Je n'étais pas dire en continu, mais ça marche. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait cette préoccupation-là d'ajustement et de réflexivité. Chemin faisant, merci de votre attention. Donc, le plancher est ouvert. Les micros sont toujours disponibles à l'avant.
panélistes, conférenciers et même ceux du premier volet, si vous voulez, vous pouvez remonter. À vous la parole pour la question. Oui, bonjour, Soumiata Moreau, administratrice. Dans la première partie, il y a quelqu'un qui a parlé, en fait, en termes de conclusion, que ça prend une gouvernance inclusive et de développer une culture de la mesure. Je pense que c'est vous qui en avez parlé. C'est possible juste de détailler un petit peu plus, de donner un petit peu plus de chair, s'il vous plaît, sachant que la culture, c'est quelque chose qui est quand même lent à installer. Ouais. Puis, à vrai dire, Philippe va pouvoir en rajouter. C'était son mot, à vrai dire, gouvernance inclusive. À vrai dire, pourquoi inclusive? On l'a dit tantôt, c'est le fait qu'on répondait seulement aux besoins des centres hospitaliers. Puis, assurément que nous, notre business, c'est aussi au niveau des centres jeunesse, des CHSLD ou autres. Donc, c'est vraiment d'avoir l'ensemble des parties prenantes dans cette gouvernance-là. Il y a aussi l'autre volet, aussi, on parlait de santé publique tantôt, la recherche utilise la donnée. Donc, il faut que la gouvernance prenne en compte l'ensemble de ces besoins-là. Donc, c'est un peu pour ça la gouvernance inclusive. Je ne sais pas si, Philippe, tu avais un autre point sur cette gouvernance. Non, c'était plus pour la culture sur la culture de la donnée. C'est parce que la majorité, nous, on dit qu'on est 17 000 au CHU de Québec. Majoritairement, c'est des types d'emploi extrêmement différents. Ce n'est pas tous les gens qui, durant leur formation, leur expérience d'emploi, ont eu ce contact vraiment très près de la donnée-là. Fait qu'on parle de la culture de la donnée, ça va être long, mais moi, ce que je dis toujours aux équipes, si on convertit 50 personnes par année, bien, dans les prochaines années, on va avoir une masse critique de personnes qui vont comprendre. On parlait, le professeur Denis parlait de pathway, là, mais le data pathway également, de la saisie jusqu'à sa valorisation-là. Fait que c'est là qu'on veut, on n'a pas encore un programme, mais j'ai certains collègues que j'en ai parlé, on veut de la formation continue sur 17 000 intervenants en termes de, moi j'encapsule ça dans la littératie numérique, culture de la donnée, pour qu'ils comprennent justement cette trajectoire de la donnée-là. Mais ça, c'est des actions que je mentionnais 2022-2023 qu'on veut mettre en place là, au CHU de Québec. Merci. Monsieur ici? Oui, bonjour. Mon nom est Stéphane Vial, je suis professeur à l'UQAM, je suis titulaire d'une chaire de recherche en design pour la santé mentale numérique. J'étais particulièrement frappé par votre présentation, Monsieur Denis. J'étais très très fan, puis je voulais vous remercier de votre présentation parce que j'avais plusieurs questions qui mûrissent dans mon esprit depuis le début de la matinée, puis qui viennent d'être un peu modifiées par votre présentation. Et donc je voulais partager cela. Je collabore notamment avec Pascal Haut, que vous avez cité, donc j'étais assez sensible à vos points. Mon impression depuis ce matin, c'est effectivement qu'on est dans le paradigme techniciste, comme vous l'avez appelé. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on est dans un mouvement très volontaire, très positif, qui croit fort dans l'idée qu'il faut produire de la donnée, puis travailler à cette mise en donnée du monde de la santé. Mais j'aurais besoin, moi, qu'on parle plus du pourquoi et aussi du comment. C'est-à-dire que ce qui me questionne, c'est finalement, je crois que quelqu'un l'a dit aussi ce matin, ce qui est intéressant pour générer la confiance, c'est d'avoir de bonnes études de cas, de bons cas d'école inspirants. Donc je me demandais, on voit une sorte d'effort collectif massif pour justement améliorer tous ces systèmes d'information qui ont besoin de l'être, qui sont très désuets. Et c'est là où je crois que le design, effectivement, peut être un levier important pour améliorer ces systèmes. Mais je vais essayer de formuler ma question comme ça. Est-ce qu'on a des exemples? Puis là, j'interpelle peut-être les trois personnes qui représentaient les efforts dans les différents CICESIUS, mais ça peut être d'autres personnes qui répondent. Mais est-ce qu'on a des exemples de cas peut-être plus ciblés, plus limités à un contexte précis, où un travail de mise en donnée produit des résultats convaincants qui sont à la hauteur de cette espèce de promesse qui est dans l'air? On a l'impression que tous ces efforts sont animés par une énorme promesse qui va délivrer des résultats fantastiques. Puis on a tous envie d'y croire, mais est-ce qu'on a aussi des exemples qualitatifs à tel ou tel endroit, dans tel ou tel service? Est-ce que sur une échelle plus limitée, dans un contexte plus précis, un effort de mise en données a permis des usages pertinents de ces données, ont produit des grosses différences? Si oui, ce serait vraiment intéressant d'entendre des situations comme ça, pour voir ce qu'on peut espérer de la mise à l'échelle généralisée de la santé par rapport à cette approche. Je ne sais pas si ça vous inspire des réponses. J'aurais peut-être une autre question pour après, donc je reste là. Merci.
Je vais Oui, me lancer. Valérie. Grosse question. Mais ça va faire référence avec ce que le docteur Drouin parlait au niveau de la santé publique. C'est un exemple que j'ai qui est vraiment plus récent, là. Mais nous, on vivait ça, là. C'est épais de même. Quand on a été appelé à la rescousse de notre santé publique, c'était on n'est plus capable de traiter nos données, on a ça de même. Donc, avec les fax et tout ça. Puis, un exemple concret, c'est qu'on a pu relier une trentaine de systèmes d'information ensemble. C'était notre première fois qu'on en faisait autant pour intégrer des données de laboratoire, des données dans l'ensemble de nos CHSLD, pour que la santé publique puisse prendre des décisions rapidement. Et les effets que ça a eu, c'est qu'en l'espace de quelques semaines, hein, quand on est rentré dans leur vie, c'est comme ça qu'on appelait ça, il y avait des centaines d'enquêtes administratives en retard. Les enquêtes étaient à peu près à 6-7 jours avant de pouvoir débuter une enquête. Après notre passage avec intégration de données, mais aussi développement de systèmes qui n'existaient pas parce que c'était des nouveaux processus. Donc, appuyer l'intervention directement sur le terrain de nos enquêteurs parce que, oui, les systèmes sont arrivés, mais sont arrivés tard, là, les beaux systèmes. Donc, on a vraiment produit, on a regardé le processus de travail, le processus informationnel qu'il fallait accoler et on a formé les gens sur le terrain, très rapprochés à utiliser cette information-là. Et en quelques semaines, là, il y avait du traitement là, au fur et à mesure de ces enquêtes-là. Donc ça, c'est venu vraiment. Puis quand on a repris d'autres vagues, bien, c'était correct. Là, il était capable d'absorber. Puis au fur et à mesure, il y a eu une meilleure réutilisation des ressources humaines de la santé publique aussi. C'est dur de vous résumer ça rapidement comme ça, mais pendant la pandémie, il y a eu des initiatives de cette sorte-là. Il y a eu aussi, je vous parlais que nous, on a 29 CHSLD, on a 250 ressources intermédiaires sur notre territoire, on a 250 RPA. Et là, il fallait faire une surveillance. Hein, des symptômes, c'était appelé à tel numéro, ça ne marchait plus, ça. Donc oui, on a déployé des systèmes pour qu'ils puissent nous dire rapidement, un pop-up à tous les jours qui nous popait sur est-ce que j'ai un usager qui a un symptôme ou un employé, puis l'intervention de la santé publique arrivait très rapidement. Ça, c'est des exemples récents de COVID. C'est ce qui a donné le goût, puis ce qui a ouvert la porte, de dire « Wow, ils peuvent tous faire ça ». Oui, mais dans un contexte rapide. Puis quand on disait tout à l'heure, on a tapé la trail, mais là, il faut juste en reculer pour rebâtir une architecture plus solide, plus robuste pour réaliser d'autres projets de la sorte. Mais concrètement, oui, ça a donné beaucoup, beaucoup de bénéfices pour la prise de décision rapide sur le terrain avec incidence directe sur l'usager et sa famille. Fait que ça, on l'a vu très récemment avec des exemples comme ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, collègues, ou... Ça répond à votre question? Oui, merci. Ça ne soit pas un exemple, peut-être un petit commentaire. Ce n'est pas une course. Moi, je vois pas ça à l'interne comme une course à la numérisation des soins ou de produire plus de données. Le premier pas, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà. Fait que moi, je ne le vois pas comme une course effrénée vers la numérisation de la donnée patient. Puis c'est beaucoup, là, on a parlé beaucoup de technologique aujourd'hui, là, mais on dirait qu'une empreinte technologique, mais c'est les projets de transformation, c'est des projets qui sont foncièrement cliniques pour le patient. Fait qu'on n'est pas dans un trip technologique. Là, chaque fois qu'on réfléchit à la transformation numérique, c'est pour le patient que c'est fait. Fait que c'est vraiment pas une course effrénée, c'est où on peut numériser pour sauver du temps. Vous le voyez avec la pénurie de main-d'œuvre, les lits qui sont fermés. Fait que je pense que quand même la numérisation peut être au service quand même de l'efficience pour notre personnel, pour pouvoir générer plus d'accès. Mais je ne vois pas ça comme une course effrénée, du moins là, de ma vision de l'interne. Je passerai à la prochaine. Et on a le temps, oui. Je m'excuse. Oui, allez-y. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour ces réflexions là, sur les défis, les tensions de la transformation numérique. Je vais essayer de faire court. Donc, on a mentionné au tout début des niveaux de maturité qui laissent à désirer dans notre système de santé. C'est sûr que quand on se compare à d'autres industries, c'est bien vrai. Dans le contexte aussi du fait que le réseau est peut-être pas nécessairement compétitif par rapport au salaire, à l'expertise et tout ça. Donc, on voit qu'il y a un élément de comparaison avec d'autres industries. Dans le contexte où, Dr Drouin, vous avez mentionné Equinox qui développe une solution pour la santé publique. C'est aussi la même compagnie qui, en ce moment, s'affaire à développer la plateforme de soins virtuels. Donc, on voit que souvent, étant donné le contexte du marché du travail, le contexte socio-politique, on a besoin de faire appel, en fait, à cette expertise. Mais dans ce contexte, est-ce qu'on y verrait aussi peut-être des risques de capture, des risques de privatisation cachée un peu? En fait, c'est
le travail que les gens font avec des fax, ça demeure que c'est des employés du réseau. Donc, est-ce qu'on voit un shift, si je peux me permettre le terme anglais, de cette expertise en dehors du réseau? Est-ce qu'il y a des risques associés à ça, du fait que ce sont des compagnies tierces, en fait, auxquelles on doit faire appel pour délivrer ces solutions? Puis dans le contexte d'une numérisation, on ne parle pas d'un établissement, mais de toute la province. Qu'est-ce que vous voyez à la fois sur le terrain, puis peut-être aussi une version plus des risques un peu plus théoriques ou plus reliés au système? Donc, je vous laisse. Quelqu'un veut tenter? Oui, Philippe, je m'en doutais. Oui, il y a des risques, effectivement, d'avoir affaire ensuite à des solutions où on est captif de la solution. Ça, c'est un très grand risque. Ça a été mentionné par Philippe plus tôt. Au-delà de ça, je ne sais pas, là, il faut réfléchir parce que quand la pandémie, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un manque d'expertise à l'interne. Donc, le ministère, malgré des initiatives intéressantes, je pense aux 6 Centre-Sud, des choses comme ça, n'a pas été en mesure de s'approprier ce qui était généré sur le terrain. Donc, il a fallu qu'ils se tournent vers des fournisseurs externes. Ça a été Aquinox, donc ce n'était pas le core business là, de faire ce genre de choses-là. C'est tourné vers d'autres acteurs comme ça pour pallier au fait qu'à l'interne, il n'y avait pas tant d'expertise que ça. Puis ça, on l'a vu un peu au ministère des Transports, au temps de la commission Charbonneau, où là, c'était les firmes de génie conseil qui venaient écrire des appels d'offres pour ensuite appliquer dessus, parce qu'il n'y avait plus d'expertise au ministère des Transports. Au ministère de la Santé, il ne faudrait pas que ça devienne comme ça non plus, là. Il faut s'assurer d'avoir cette expertise-là. Mais là, les enjeux de rétention de personnel, de salaire, etc., ce n'est pas évident. Merci. Quelqu'un veut ajouter un élément, Dr. Drouin? Moi, évidemment, Aquinox a été la solution qui devait se développer en quelques mois. Puis évidemment, dans le contexte où notre DRI était déjà affairé à gérer beaucoup d'autres enjeux à l'interne. Mais nous, on a la chance d'avoir dans notre CIUS, du CIUS Centre-Sud, toute l'équipe de développeurs provincial. Mais donc, c'est sûr que les prochains systèmes, dont le système d'information en gestion des maladies infectieuses, est en train de se développer à l'échelle provinciale, non pas par une firme externe. Mais somme toute, le message, c'est aussi, l'enjeu que je vois aussi, c'est la capacité, parce que ces systèmes-là doivent évoluer avec les besoins. Puis quand on arrive après à dire « Oh, on aurait besoin d'une telle fonctionnalité ou tel ajout de module pour gérer des éclosions ou gérer tel nouveau risque », ça devient un processus d'une complexité. Puis là c'est pas des mois, c'est des années avant juste de faire monter le projet là, au-dessus de la pile. Donc, je vois, oui, le risque là, d'outsourcer une expertise, mais notre capacité à rester agile dans le développement de nos systèmes d'information pour qu'ils puissent répondre à nos besoins. Merci. Oui. J'ai le droit à Reprendre votre dernière question. Tour. Oui, certainement. Merci. Peut-être plus une question pour vous, M. Denis, en lien avec votre présentation, mais j'ai beaucoup aimé qu'on parle enfin de l'usager. Moi, je suis prof, chercheur en design, donc on ne conçoit jamais une technologie sans se placer d'abord du point de vue de l'utilisateur final, et qui n'est pas seulement le patient, mais aussi le professionnel de santé dans son institution. On voyait très bien aujourd'hui 400, 800 systèmes d'information dans une même entité. Je suis responsable d'un projet qui s'appelle Mentalis, qui est encore un peu au début, qui vise à améliorer l'accès aux soins de santé mentale, notamment essayer d'améliorer ce qu'on peut dans le problème des listes d'attente. Là, il y a 10 jours, j'étais au CLSC Saint-Michel dans l'Est, et j'ai passé 1h30 avec une infirmière et une agente administrative qui me présentaient dans le détail, dans son bureau, sur ses écrans, son travail pour gérer la liste d'attente dans ce secteur des demandes en santé mentale. Il y avait 5 logiciels, le fax, le pigeonnier. On recevait des demandes par voie numérique, on les imprimait pour certaines raisons qui étaient très bonnes. Après, on devait les renumériser pour d'autres raisons qui étaient très bonnes aussi, puis les réenvoyer dans un système. Bon, je vous passe les détails. Et nous, on se demande, comme on est en design, on n'a pas du tout le goût de lancer un nouvel objet logiciel là-dedans. Et en même temps, on n'a pas du tout le goût de laisser cet ensemble d'objets logiciels continuer à faire ce qu'ils font. Et en même temps, ils ont l'air de fonctionner quand même. Ça fonctionne. Et donc, la question, elle est simple, c'est comment on fait pour faire bouger le paquebot ?
Comment on fait? Parce que dans votre présentation, là, ce qui me rejoint beaucoup, parce qu'on a ce genre de conviction aussi, c'est que l'innovation technologique, c'est un leurre. Elle ne peut être que socio-technique, l'innovation. Et vous avez très bien montré que, justement, ça va prendre du temps. En design thinking, on sait ça, on sait que les technologies avancent vite, mais que les êtres humains changent lentement. Et donc, comment on fait, une fois qu'on a compris tout ça, parce que ça prend, comme vous l'avez dit, du collectif, des politiques, etc. Mais comment on commence à faire bouger le paquebot? Voilà, c'est ça ma question. Je vais aller m'asseoir pour entendre cette belle réponse. Merci. Et, je vais y aller de façon, je dirais, en toute modestie. Moi, tu sais, le système que vous décrivez, là, sans que je le connaisse en détail, moi, je crois beaucoup à la force de l'expérimentation. C'est-à-dire, vous arrivez avec une proposition, si j'ai bien compris. Elle doit, comme vous avez fait, être mise en délibération avec les principaux concernés et vous devez vous entendre sur un compromis d'utilisation, d'expérimentation. C'est-à-dire, si on essayait mon truc, est-ce qu'il y a de l'espace pour le faire? 2, comment ça se positionne dans la constellation de systèmes et de pratiques qui existent déjà? 3, est-ce qu'il y a un potentiel de substituer plutôt que de sédimenter puis d'ajouter de la complexité et de la lourdeur? Et ça, je pense, il faut que ça se discute de façon très pratique parce que sans ça, ça risque de sédimenter. C'est-à-dire, on va rajouter un autre système. Après ça, quelqu'un va voir ça au niveau plus de décideur stratégique, va dire « Ah oui, on pourrait aussi faire ça, et là, on va en rajouter un autre. » Fait que moi, je laisserais à petite échelle, de façon entendue avec les principaux concernés.